Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous profitez un max de votre été 2022 pour aller voir des films au cinéma. Écoutez, moi en tout cas c'est mon cas, j'en profite à fond et justement aujourd'hui je vais revenir sur les nouveaux films de deux cinéastes qui ont pour habitude de réaliser des comédies qui font réfléchir, disons-le ainsi, et il sera également question justement d'artistes en peine, d'artistes mélancoliques, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Rifkin Festival et Peter von Kant. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui j'ai le plaisir de revenir sur Rifkin Festival de Woody Allen ainsi que Peter von Kant de François Ozon. Et je commence tout de suite avec Rifkin Festival, écrit et réalisé par Woody Allen. Woody Allen qui va nous faire encore réfléchir une nouvelle fois sur notre condition humaine. Il nous met face à nos propres contradictions, comme à l'accoutumée, dans une comédie romance où un couple d'Américains, donc on a Mort Rifkin, interprété par Wallace Shawn, et sa femme Sue, interprétée par Gina Gerson, qui vont débarquer au festival de San Sebastian, festival de cinéma, puisque Sue, justement, est attachée de presse d'un cinéaste français, Philippe, interprété par Louis Garrel, très imbu de lui-même, très prétentieux dans son cinéma, et voilà, il se trouve qu'il a la cote dans ce festival, donc Morte va devoir subir un petit peu tous les dîners mondains dans lesquels sa femme Sue va l'emmener, voilà, et toutes ces conférences de presse où il va entendre Philippe un petit peu, voilà, dans ses interviews où il est très prétentieux, où il a vraiment des ambitions un petit peu démesurées par rapport à la qualité de ses films, selon Morte, bien entendu. Donc voilà, on a un Wallace Shawn qui va être assez touchant parce que il va se faire un peu trimballer dans tous les dîners, dans toutes les réceptions, et puis lui, il va commencer un petit peu à trouver un stratagème pour les éviter, sachant qu'il a très bien compris que sa femme tentait évidemment de se rapprocher de ce jeune cinéaste parce que on sent très bien qu'elle est éprise de ce jeune homme, et lui, cette petite mascarade commence à l'ennuyer, donc il va commencer à se balader tout simplement dans la ville de Saint-Sébastien, et à un moment donné, il va avoir un peu peur parce qu'il est hypocondriaque, alors du coup il va aller consulter une médecin. Enfin, il ne savait pas que c'était une femme en l'occurrence au début, mais du coup on va lui recommander un médecin, il va débarquer en fait dans le cabinet et puis il va rencontrer cette femme, médecin, dont il va être... il va tomber sous le charme, évidemment, c'est toujours, vous savez, dans les films de Woody Allen, il y a toujours ces écarts d'âge énormes dans les protagonistes qui se rencontrent, dans les couples qui se forment. Donc voilà, on a cet homme, ce vieil homme, Mort Rifkin, qui va commencer à s'intéresser à l'histoire de cette jeune femme, les histoires avec les hommes qu'elle a pu avoir en fait dans sa vie, et celui actuel aussi qui a l'air un petit peu suicidaire. Voilà, donc on a des belles formules dans l'écriture. Woody Allen est quand même assez bon dans les dialogues. Après, peut-être que par rapport à d'autres films, il s'est un petit peu moins mouillé, ça aurait pu être plus travaillé. Mais on passe quand même un bon moment. C'est vraiment un Woody Allen, voilà, dans la moyenne, clairement. On a des bons moments aussi parce que ça critique un peu l'hypocrisie qu'il y a aussi dans ce genre de festival, dans le milieu aussi du cinéma, un petit peu mondain, tout ça, où il y a des choses absurdes. À un moment donné, il y a un personnage qui va voir une jeune femme en robe rouge comme ça, très apprêtée, quoi. Elle dit, vous seriez parfaite dans un biopic d'Hannah Arendt ou un truc comme ça. Et tu dis, mais non, pas du tout. Et en fait, juste parce que le type est charmé par la fille, voilà. Donc on a ces petits moments comme ça, ces petits passages où on a des personnages très furtifs, on les voit pas, on les revoit plus après dans le film, mais voilà, on sent un petit peu, on baigne un petit peu dans cette hypocrisie, cette mauvaise foi, parfois, voilà, de la part de ces producteurs, de ces acteurs, tout ça. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. Alors, c'est clairement pas un grand film, évidemment. Moi, c'est vrai que dès la bande-annonce, je me suis dit, bon, ça n'a pas l'air d'être un Woody Allen très... comment dire, il n'y a pas une énorme prise de risque, quoi. Je veux dire, c'est vraiment un Woody Allen comme on a l'habitude de voir, quoi. Il n'y a pas une énorme plus-value par rapport à ce qu'il a déjà raconté, ça c'est très clair, évidemment. Mais cela dit, c'est ça qui est très fort chez Woody Allen, en fait,
c'est que malgré tout, même si c'est un film un peu mineur dans sa filmographie, bah, on passe quand même un bon moment. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va voir un film de Woody Allen, c'est ça que je salue quand même chez ce cinéaste, quand on va voir un de ses films, on sait que ça va jamais être un gros ratage, en fait, que ça va être complètement naze. Enfin voilà, on sait qu'on va quand même, ça va quand même nous faire réfléchir, ça va quand même nous éveiller. Il y a des moments, notamment dans Rifkin Festival, justement, qui sont quand même intéressants. C'est-à-dire que il va jouer avec le répertoire du cinéma, de la nouvelle vague, avec Godard, vous voyez. Il y a aussi du... parce qu'en fait, Mort va avoir des cauchemars, parce que comme il voit sa femme lui échapper dans les bras, en fait, de ce Philippe, interprété par Louis Garrel, voilà. Lui, il va faire des cauchemars, donc on a ce noir et blanc, puis avec des passages en fait d'à bout de souffle, par exemple, vous voyez, de Godard. Il y a aussi Citizen Kane aussi qui va être parodié en fait d'Orson Welles. Donc voilà, on va avoir toutes ces références. Hein. Il y a du Bergman, il y a d'autres cinéastes. Je sais plus s'il y a Fellini, si je crois qu'il y a Fellini justement. Voilà, enfin bon voilà, il va brasser un peu tout le répertoire des grands cinéastes, vous voyez, d'auteurs quoi, et notamment de la nouvelle vague. Et en fait, c'est intéressant parce que justement ça joue sur le cinéma et on a ce Mort qui pendant un festival de cinéma va s'imaginer justement se remémorer des séquences de films et s'imaginer à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire que pour le cinéphile un peu, ça va réveiller un peu le cinéphile dans la salle. Et puis pour les autres, eh bien, ça reste quand même une comédie romantique qui est tout à fait appréciable parce que en fait, moi, ce que j'aime bien chez Woody Allen, c'est que justement, il tombe pas dans les clichés de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on peut voir. C'est-à-dire qu'il détourne, il rend ça plus intelligent. Il a toujours réussi à rendre la comédie romantique plus intelligente, en fait, que celle qui est très codifiée, où jamais, en fait, on prend du recul sur ce qui est dit, que tout est pris comme ça, tout est vraiment... On n'est que dans la fable. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est une fable un peu, mais qui questionne chez Woody Allen. Voilà, c'est la fable voilà, qui va vraiment questionner aussi le couple. Qu'est-ce qu'être artiste, en fait, et quelles sont les interrogations de l'artiste, et on rentre dans la psyché, justement, des personnages. Donc j'aime bien. Voilà, on passe un bon moment. Évidemment, on n'est pas en présence voilà, je le redis, hein, d'un grand film. Mais écoutez, ça fait le job, quoi. Même, je me demande si c'est pas plus intéressant qu'un jour de pluie à New York, en fait, parce que j'avais bien aimé le film. C'est vrai que c'était aussi très très fort visuellement. Il y avait, enfin voilà, c'était encore une romance bien amenée. Mais je me demande si finalement j'ai pas préféré. Je me demande, enfin, faudrait que je revoie Un jour de pluie à New York. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de films de Woody Allen. Hein. J'en ai vu un paquet, quoi, vraiment, et surtout dans les récents. J'ai tout vu, même son thriller. C'est pour vous dire, Le rêve de Cassandre, je sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont vu, mais voilà, je me suis fait un peu un marathon Woody Allen il n'y a pas si longtemps et j'avais vraiment tout revu. Le dernier, vraiment le dernier de Woody Allen qui m'a mis une grosse claque, c'était L'homme irrationnel. Je crois que c'était en 2015, par là, 2015-2017. Et vraiment, ouais, c'était vraiment une grosse claque avec Joaquin Phoenix et Emma Stone. Emma Stone qui avait joué aussi dans Magic in the Moonlight avec Colin Firth, voilà, et lui aussi était très bon. Voilà, donc il a fait beaucoup de films importants, Blue Jasmine, tout ça, Match Point, enfin tout ça c'est très récent, et à chaque fois, franchement, il se plante jamais, quoi. Et je trouve ça assez remarquable quand même, à 86 ans, en ayant fait des films depuis peut-être la fin des années 60, début 70, jusqu'à aujourd'hui, de proposer quasiment un film par an, et d'être quand même à chaque fois... d'avoir une finesse d'analyse en fait sur les rapports humains, sur la complexité aussi de vivre ensemble, le couple. Alors évidemment, ça fait partie de ces automatismes en fait hein, dans son cinéma, c'est-à-dire qu'il y a un cinéaste va forcément avoir des obsessions. On ne peut pas critiquer Woody Allen pour dire ah bah il reprend les codes de son cinéma. Pourquoi? Parce que ce sont des obsessions en fait. Le thème du couple, le thème de l'artiste, le thème de le sens de la vie hein, va être questionné dans ce film. Qu'est-ce que voilà le sens de la vie va être vraiment la question va être retournée dans tous les sens. Donc voilà. Mais oui, j'avais lu quelques critiques comme quoi il y avait un côté un peu carte postale en fait dans ce Saint-Sébastien et tout ça.
Écoutez, franchement, on sait que Woody Allen aime bien aussi les villes, nous faire un peu visiter, ça a toujours été un peu le cas. Souvenez-vous de Minuit à Paris. Alors c'est vrai que moi j'étais pas un grand fan de Minuit à Paris, mais voilà, il a toujours fait ça. Un jour de pluie à New York, c'est ça aussi. On a ce Central Park aussi qu'on revoit dans Whatever Works aussi, enfin qu'on voyait déjà, je veux dire, dans Whatever Works, qu'on voit dans plein de ses films. Hein. Il y a ce fameux film Manhattan justement où il y avait déjà Wallace Shawn en fait qui avait c'était sa première collaboration en fait avec Woody Allen et il revient des années plus tard, après avoir fait quelques films dans les premiers films de Woody Allen, il revient sur ce Rifkin Festival et écoutez, malgré tout, ce qu'on peut lire, parce que c'est vrai que bon, c'est un peu mitigé hein, évidemment sur les critiques, moi c'est vrai que encore une fois, hein, je vous le répète, dans la bande-annonce, moi je me suis dit vraiment, ouais, ça m'avait vraiment pas emballé quoi, je dis oulala, Woody Allen n'a plus rien à raconter, ça a l'air vraiment... très plat, etc. Et puis finalement, voilà, je vous dis, c'est un gentil petit film, ça se regarde très bien. Je sais pas si on revoit ça 1000 fois, parce qu'il nous manque de la gravité, en fait, dans les... il nous manque ce côté drame, en fait, profond, qui aurait pu être le cas, et en fait, non, on reste dans la dérision, dans le rire, etc. Et c'est un peu dommage, parce que parfois, c'est ce qui fait que, justement, les films de Woody Allen sont plus profonds, sortent du lot. C'est quand, vous voyez, par exemple, dans Match Point, c'est une romance qui est toxique, et à la fin, pétage de plomb, on tombe dans le thriller Hitchcockien, et là, c'est incroyable. Et là, vous retenez ce film, justement. C'est ça qui est très fort, en fait, dans ce qu'il a pu produire au fil des années. C'était le cas aussi dans L'Homme irrationnel, hein, pareil, incroyable, de montrer justement la complexité et l'ambiguïté du personnage de Joaquin Phoenix, qui est à la fois enseignant, brillant, et voilà, très attaché à cet élève, interprété par Emma Stone, et qui lui aussi va péter les plombs, etc. Et en fait, c'est ça qui manque, c'est ce pétage de plomb, c'est quand ça tombe, vous voyez, qu'il y a une seconde, ou un dernier acte, en fait, qui est terrible, en fait. Voilà. Et là, c'est vrai que la chute... reste encore dans le rire, bon voilà. Je n'en dis pas plus parce qu'il y a une apparition de Christophe Waltz qui est quand même assez savoureuse. Donc voilà, ça vaut le coup évidemment, aussi pour ça. Mais écoutez, il y a quelques répliques, ouais, c'est... sur la religion, ça blague, enfin, il y a des blagues autour de Jésus, il y a des blagues autour du couple, enfin, comme d'habitude, mais il a quand même une plume, ce Woody Allen, donc voilà. Il a peut-être moins d'idées, c'est un petit peu moins fourni, en fait, c'est moins riche en idées. Voilà, il y a certains films où il y a une idée à la seconde, vous voyez. Donc, Anything Else, par exemple, hein, qui commence à dater, moi j'avais adoré, il n'y avait aucun temps mort, c'était vraiment de la comédie très soutenue, rythmée. Il y a beaucoup de films que j'ai vus de lui. Hein. Après, il y avait Accords et Désaccords que j'avais trouvé naze. Harry dans tous ses états, je trouvais ça... Enfin, en tout cas, des années plus tard, là, je l'ai revu, c'était... non, c'était juste insupportable. Et puis, je sais plus... Il y a d'autres films aussi qui jouent sur l'artiste ou le cinéaste, un peu... vous voyez, meurtri par des idées sombres ou de l'existence, où il se pose plein de questions existentielles, voilà. Parfois ça marche très bien en fait, quand vraiment le sujet est tenu. Là, bon voilà, vu que l'intrigue c'est simplement un couple qui commence à se détacher, il n'y a pas autre chose. Vous voyez, par exemple, on pourrait en fait rattacher un peu Rifkin Festival à Wonder Wheel quelque part. Mais le problème c'est que, pourquoi Wonder Wheel est plus profond et plus intéressant? Parce qu'il y a le contexte en fait social. Et il y a ce couple qui est aussi un couple qui n'est pas aisé en fait, donc ça aide en fait à s'attacher davantage parce qu'on voit qu'il y a des grosses problématiques. C'est également une mère de famille en fait, Kate Winslet dans le film, et cette mère de famille qui pète les plombs, qui est alcoolique, qui ne supporte plus son mari, qui va voir un jeune, mais en fait on est dans le drame. Vous voyez, c'est ça qui rend la chose plus profonde en fait. On est dans un milieu forain où c'est difficile, et puis vraiment, ouais, c'était ça qui était très fort. Et puis, je vous dis, les répliques, et puis tout était écrit de manière très subtile en fait. Et j'avais vraiment aimé. Il y avait un vrai pétage de plomb là aussi, hein, pour le coup. C'était assez dur, hein, c'était très dramatique. Et puis il y avait évidemment cette scénographie, hein, à chaque fois. Voilà, la fête foraine, c'est quelque chose aussi qui est visuellement très intéressant. Là, c'est vrai que bon, on va au marché acheter, je sais plus quoi, des babioles artisanales, on rentre chez soi. Enfin, c'est vraiment ça, Rifkin Festival. Hein. C'est vrai qu'il y a un côté où on a un peu l'impression de partager cette petite virée, ce petit week-end en fait, bien gentil, ce petit week-end bourgeois, mais c'est pas... ce qui est vraiment pas déplaisant en fait, moi ce que j'aime bien chez Woody Allen quand même, je le souligne, parce qu'évidemment ça a l'air de rien, c'est un petit film gentillet, mais
ça fonctionne parce qu'on est quand même dedans. Il arrive à vous tenir par la main, quand même, Woody Allen, pour vous dire « Oui, ça va juste être un petit week-end au festival de San Sebastian. Oui, il n'y a rien de dingue, il n'y a rien de ouf. mais, eh bien, vous allez quand même être un peu plus renseigné sur vous-même à la sortie. Je vais quand même vous donner quelques pistes, en fait, pour vous donner des pistes de questionnement sur la vie, sur le cinéma, sur les rapports humains, sur le milieu des artistes, voilà. Il y a quand même quelques petites choses qui vont rester. Et puis quand même, cette romance, je veux dire, la romance la plus intéressante finalement, parce que, enfin, celle de sa femme Sue, en fait, avec Louis Garrel, finalement, est très peu traitée, en fait, puisqu'on est tout le temps du côté, en fait, du point de vue de Mort, hein, donc de Wallace Shawn. Donc, en fait, voilà, c'est un parti pris, hein, Woody Allen préfère se concentrer sur l'histoire de ce vieux monsieur, dont sa femme lui échappe, et qui doit trouver une manière, quand même, de donner du sens à sa vie, alors qu'il n'a plus rien, en fait, finalement, il est seul, sans réel talent, certains le trouvent un peu comment, arrogant, ou comme dit sa femme, en fait, son seul vice, en fait, c'est d'aimer les films uniquement sous-titrés. Voilà, donc il commence oui, il est tout seul, il est plus que tout seul, en fait. Il n'a plus vraiment personne, en fait, avec qui discuter, tout ça. Donc finalement, il va toujours s'inventer une maladie pour retourner voir cette médecin, vous voyez, cette femme médecin. Donc c'est assez touchant. Il y a quand même, c'est un peu touchant à ce niveau-là. Donc ouais, moi je serais pas aussi dur que certains critiques. Je trouve que voilà, c'est évidemment quand on a mangé du Woody Allen pendant des années, évidemment c'est peut-être pas, c'est loin d'être son meilleur film, mais en tout cas c'est pas un mauvais film. Je sais que Woody Allen, attention, hein, aucune carrière n'est irréprochable, hein, il a fait des films qui étaient vraiment très bof, quoi. Enfin je veux dire, Accord et désaccord. De mémoire, c'est un film qui jouait autour de la persona de Django Reinhardt. C'était bon. C'était vraiment pas palpitant, hein. C'était, enfin, ça faisait clairement chier, ça racontait rien, c'était chiant, enfin voilà. Donc, voilà, je trouve que vraiment, il y a pire comme raté, quoi. Vraiment, je pense qu'il faut aussi se calmer sur des critiques trop dures, en fait, envers ce film, parce que, bah, mine de rien, même des cinéastes d'aujourd'hui, parfois, eh bien, il a encore des leçons à leur donner, en fait, Woody Allen, d'écriture, de finesse, en fait, dans les dialogues. Il a encore quelque chose à transmettre, en fait, à son âge, mine de rien. Donc, voilà, je pense qu'il y a aussi une jeune génération qui peut encore trouver un intérêt. En tout cas, ce serait important, je trouve que c'est encore important qu'il y ait des films comme ça, avec une écriture soignée. Ça fait plaisir. Woody Allen, en plus, c'est un vrai auteur, quoi. Je veux dire, il a toujours écrit tous ses scénarios. Et puis écoutez, il s'est encore une fois, en plus, entouré de proches collaborateurs, hein, depuis des années. Le chef-op, par exemple, c'est le même que sur tous ses derniers films, là, récemment. Donc, il y a quand même une unité visuelle, un peu, qui reste. Alors on est dans des teintes jaunes, on est dans quelque chose qui aurait pu être plus, peut-être plus recherché, évidemment dans les couleurs notamment, alors, parce qu'on est sur quelque chose de très réaliste finalement, hein, c'est vraiment, on filme un week-end avec un couple de bourgeois, quoi, et puis on cherche pas forcément à part les moments, comme je vous le dis, où ça passe en noir et blanc, il y a un changement de format d'image, et que on est quand le Mort en fait revisite des séquences de films cultes, voilà, du répertoire, du cinéma, des grandes œuvres de grands cinéastes, quoi. Donc voilà, c'est quand même intéressant, c'est pas, comme je vous le dis, c'est pas le film du siècle, hein, c'est pas le... c'est clairement pas voilà, un des plus grands films de Woody Allen. C'est vrai que quand on passe de Wonder Wheel, L'Homme irrationnel, il n'y a pas si longtemps, hein, à Rifkin Festival, c'est vrai que voilà, même Blue Jasmine, bon, il commence à dater Blue Jasmine, mais c'est aussi formidable. Donc, ouais, encore une fois, ce qui manque, c'est cette gravité, hein. Blue Jasmine, c'est pareil, hein. On a cette bourgeoise qui s'invente tout un tas de problèmes, alors qu'il y en a qui ont des vrais problèmes, notamment sa sœur, hein, voilà. Donc, et puis c'est ça qui est fou, quoi. Voilà, on rit, mais il y a aussi une gravité. Voilà, et là, c'est ce que je vous dis, c'est ce qui manque un peu. C'est que, voilà, trop près à la rigolade, le sujet. Mais par contre, voilà, tout ce qui tourne en dérision fonctionne. Donc écoutez,
Moi, pour moi, c'est quand même un oui. Écoutez, on passe un bon moment. Encore une fois, voilà, un Woody Allen dans la moyenne, et c'est déjà pas mal. Voilà. Donc voilà, c'est pas le gros ratage, le gros plantage, c'est tout à fait regardable et c'est sympathique. Donc voilà, je vous le recommande. En tout cas, c'est un film qui fait du bien, et c'est déjà pas mal en cet été 2022 de voir des films qui font du bien et relativement bien écrits. Donc voilà, écoutez, je vous recommande. Eh bien, Rifkin Festival, vous pouvez payer votre place. J'ai envie de dire, vous pouvez payer votre dose de bonne humeur. Voilà. Voilà, donc je vous recommande le nouveau film de Woody Allen, Rifkin Festival. Je passe maintenant au second film du jour, et il s'agit de Peter Van Cant de François Ozon. François Ozon qui a décidé de réaliser un remake détourné, disons-le comme ça, d'un film culte de Fassbinder, ce cinéaste culte du nouveau cinéma allemand qui s'était inspiré de la nouvelle vague de la fin des années 60 en France. Hein. Vous savez, c'est toute cette vague dans les années 70 eh bien, de cinéastes allemands qui ont eux aussi eh bien, leur lot d'auteurs hein, cultes évidemment, comme Wim Wenders ou Herzog, et donc Fassbinder en l'occurrence, qui a donc réalisé en 1972 Les larmes amères de Petra Van Cant. Donc vous voyez, c'est pas le même nom. Dans le film d'origine, en fait, vous aviez des femmes. Hein. Voilà, c'était Petra Van Cant et non pas Peter. Et là, justement, François Ozon eh bien, a décidé de changer les protagonistes en fait, féminins en hommes, en fait, avec des hommes. Et ce qui est intéressant, déjà parce que ça matche bien avec son univers, je trouve, au niveau des costumes, au niveau du côté rétro, et puis ces hommes efféminés, tout ça, il y a quelque chose aussi qui rappelle son cinéma. Quand on voit été 85, par exemple, bon, que je n'avais pas apprécié, mais vous pouvez retrouver ma critique d'ailleurs sur ma chaîne. Mais c'est vrai que... en tout cas, je trouve que ça matche bien avec son univers. Voilà, c'est-à-dire que visuellement, les costumes, les personnages comme ça, enfin, il y a vraiment un côté très mode. Je trouve que ça matche vraiment très très bien. Alors, dans le film d'origine, hein, c'était l'histoire d'une femme qui était donc créatrice de mode, mannequin, enfin elle était dans la mode en fait, et donc elle avait vu une jeune femme dont elle était éprise en fait, eh bien... un avenir pour elle voulait la sortir de sa condition, etc. Donc là, c'est un peu la même chose, sauf que là, c'est un cinéaste qui a aussi un souffre-douleur, mais qui n'est pas comme dans le film de Fassbinder. Là, son souffre-douleur, en fait, c'est un scénariste hein, qui lui écrit tous ses films, en fait. Donc c'est vraiment terrible, hein, parce qu'il est muet tout du long, en fait. Hein, et donc, il lui demande de taper tous ses nouveaux films. Alors, ce Peter Van Cant, ici, dans le film de François Ozon, est un cinéaste donc adulé. Donc, vous voyez, ça fait écho un peu au film de Woody Allen, hein. On reste dans l'univers du cinéma, du côté mondain, etc. Et donc, Peter Van Cant va avoir le privilège de pouvoir réaliser un film avec Romy Schneider, donc il est comme un fou, etc. Et entre-temps, il a la visite, en fait, il reçoit la visite, en fait, d'une ancienne actrice qui a beaucoup travaillé pour lui, interprétée par Isabelle Adjani, qui débarque et qui va lui faire rencontrer Amir, dont il va tomber follement amoureux. Hein. Donc c'est fou parce qu'en fait, ce type qui a, je sais pas, 50 ans, ce jeune homme qui a 23 ans de mémoire, voilà, eh bien, va se retrouver dans les bras de ce cinéaste qui va lui promettre un avenir radieux dans le cinéma, il va le lancer en tant qu'acteur, il lui promet plein de choses, il est complètement fou de ce jeune homme, voilà. Et donc, va commencer une histoire, une romance, mais lui, finalement, ce Amir, pense plutôt déjà à son avenir, donc il fait ça un peu pour finalement trouver du travail dans le cinéma, hein. Il n'est pas vraiment épris, en fait, de ce Peter Van Cant, interprété par Denis Ménochet, hein, je précise, qui est absolument incroyable quand même, hein, Denis Ménochet qui avait travaillé aussi pour Ozon, évidemment, dans Grâce à Dieu, qui était formidable aussi, et dans d'autres que j'oublie, il avait déjà travaillé pour François Ozon, et qui est actuellement dans Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, alors incroyable, hein, Denis Ménochet, vraiment, j'ai très hâte, d'ailleurs je vous en parlerai la prochaine fois, de Asbestas, voilà. Vous connaissez mon intérêt pour le cinéma de Rodrigo Sorogoyen, mais, parenthèse fermée, Denis Ménochet, donc Peter Van Cant, qui va se mettre dans des étapes pas possibles, parce qu'il va voir sa muse, en fait, eh bien, lui échapper, en fait, hein, c'est assez terrible. Alors, ce que j'ai trouvé plutôt bien réussi dans le film,
c'est ce côté où on voit vraiment le côté relation toxique du cinéaste envers son jeune éphèbe, hein, disons-le comme ça, et ça c'est vraiment bien construit, c'est-à-dire on assiste à un vrai casting, à un moment donné, eh bien Peter Von Kant va inviter Amir en fait, eh bien, à s'installer, à raconter son histoire douloureuse, parce que c'est quelqu'un qui vient d'un milieu modeste, ses parents sont plus là, il est orphelin, etc. Et donc lui, on va sentir en fait le côté vraiment passionné, surexcité, il va rentrer dans une espèce de transe, en fait, si vous voulez, ce Peter Von Kant, quand il va voir ce jeune Amir se confier, et donc lui, il va filmer ça, et ça va lui faire finalement un long casting, hein. Il va tout enregistrer, il va prendre sa caméra, et puis on va voir qu'il va chercher la tristesse, chercher l'émotion comme ça, et c'est assez terrible, avec des gros plans, tout ça. Donc il y a quand même un discours sur la mise en scène. En fait, moi, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est quand il y a un effet miroir, que le cinéma parle du cinéma, hein, c'est cette mise en abîme. Moi, j'aime beaucoup, c'est ce que j'aime aussi dans Rifkin Festival, mais là, d'autant plus qu'on est vraiment dans la mise en scène, donc vous montre vraiment un cinéaste qui est totalement inspiré par un acteur enfin un jeune homme en l'occurrence, qui va devenir acteur, et qui se confie comme ça, qui éclate en sanglots devant sa caméra. Donc voilà, il y a des moments assez bien vus. En fait, c'est toujours sur le fil du rasoir, parce qu'on ne sait jamais vraiment dans ce film si on doit rire ou pleurer. En fait, c'est un peu le problème, c'est-à-dire que dans le film d'origine, il y avait vraiment cette gravité, ce côté où on sait qu'on est dans un drame, ça prenait vraiment son temps, on était sur 2 heures, là on est sur, vous voyez, un format 1h30, vraiment, et axé plutôt comédie. Mais donc, en fait, c'est ce qui empêche parfois eh bien, d'être totalement convaincu par cette romance naissante entre ce cinéaste d'un certain âge, disons-le ainsi, et ce jeune homme, quoi. Donc c'est ça qui va tout le temps mettre un peu une barrière. Donc la seule chose qui va faire que cette barrière va de temps en temps pouvoir être, d'avoir une brèche en fait dans cette barrière, eh bien c'est Denis Ménochet. C'est-à-dire que c'est comme Denis Ménochet est à 100%, voire 300% dans son rôle, et qu'il est, enfin il donne tout, il donne tellement tout, en fait, à François Ozon, que il arrive à compenser justement, eh bien, j'ai envie de dire, l'absence de choix de Ozon, qui ne sait plus trop s'il veut rire en fait des situations ou s'il veut les rendre tragiques en fait. Donc après c'est peut-être voulu, hein, qu'il y ait vraiment ce côté gênant parfois, on ne sait plus si on doit rire, si on doit pleurer. Donc voilà, c'est un peu assez curieux. Parce qu'il y a en même temps, il tourne en dérision, en fait, les grands acteurs, comme ça, vous voyez, très, très snob, comme, enfin, ce qu'incarne, en fait, Isabelle Adjani dans le film, justement. Et voilà, donc dans ces moments-là, on sent qu'on doit rire, donc on est quand même plutôt tenté de rire, mais quand même, on nous rappelle toujours ce Denis Ménochet qui est au bout de sa vie, qui éclate en sanglots, qui est vraiment... voilà, mais en même temps, il a un côté tellement misérable aussi, ce personnage, parce que il est quelque part responsable de sa propre condition, de sa propre perte, en fait, parce qu'il est constamment... Enfin, on a envie de le plaindre, mais d'un autre côté, c'est vraiment sa médiocrité. On est sur un pauvre type, quoi, finalement, qui est tout du long. Donc, après, voilà, c'est un peu aussi le thème du film d'origine, hein, de Fassbinder, donc je veux pas non plus, voilà, bien entendu, hein, il faut prendre aussi eh bien, le matériau de base, hein, qui est le film de Fassbinder. Donc, voilà, je dirais que, voilà, c'est vraiment ce qui m'a le plus peut-être dérangé, c'est ça, c'est vraiment le côté où... on peut pas totalement rentrer dans la psychologie de ce couple naissant, qui pourrait être le thème du film vraiment totalement, parce qu'il y a toujours cette barrière où parfois on rit des situations, parfois on les trouve, parfois on s'attache, parfois on se détache, donc on est toujours comme ça sur une espèce de yo-yo où on ne sait plus sur quel pied danser finalement. Donc comme je vous le dis, en fait ce qui sauve vraiment, ce qui permet au film d'arriver à plus que la moyenne, hein, finalement, c'est Denis Ménochet. Parce qu'il donne tout. Mais comme je vous dis, je me répète, hein, mais il donne tout. Il donne de sa personne, mais il donne tellement. Il a tellement à offrir à Ozon, il lui donne tout. Il lui envoie toute la charge électrique. Donc, c'est ça. C'est que il y a au moins quelque chose que Denis Ménochet, en fait, a compris.
c'est que pour interpréter ce personnage, le seul moyen qu'on puisse trouver ça crédible, c'est qu'il soit à fond, le gars. Et qu'on le sent dans sa psychose, vraiment, mais qu'on sent le type mais complètement fou, malade, avec où on sent qu'il veut posséder ce jeune homme, en fait. Et il y va à fond dans ce rôle-là, qui en plus, enfin, en termes d'image, vous voyez, ça pourrait être hyper casse-gueule. Mais il sait que c'est ça un acteur, et c'est ça qui est fort, c'est que vraiment, Denis Ménochet est incroyable. C'est fou, parce que dès les premières minutes, en fait, on vous montre un personnage comme ça, très maniéré, vous voyez, qui danse comme ça, et qui est complètement dans un monde, enfin, il vit dans un autre monde, quoi, clairement, un artiste, quoi, vous voyez. Donc c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, c'est un peu le thème, hein, on questionne l'artiste, on questionne aussi son talent, sa prétention, son égoïsme, sa folie, tout ça. Donc c'est un peu le thème du jour, hein, comme vous voyez. Donc écoutez, moi je trouve qu'il y a des choses qui fonctionnent bien. Et on a le retour aussi d'une actrice, hein, qui était dans le film d'origine de Fassbinder. Ça me rappelle un peu Hazanavicius, vous savez, dans Coupé, qui avait repris une actrice japonaise dans son film, comme pour faire un écho au film d'origine. Donc c'est incroyable, hein, cette femme. Je vais vous retrouver le nom tout de suite. Je triche un peu. Mais non, c'est vraiment... c'est incroyable qu'il ait retrouvé. Donc Anna Shigula, voilà. Rosemary, donc... qui interprète donc la mère de Peter Van Kant, hein, et qui était dans le film d'origine de Fassbinder. Incroyable qu'elle ait accepté, qu'il ait pu le retrouver et tout. Donc j'avoue que ça c'est assez fou. Donc écoutez, ouais, en tout cas, moi ça m'a nettement plus intéressé quand même que été 85, parce que été 85, vous voyez, c'était pareil, hein, y avait une romance homosexuelle, voilà, on était un peu dans le même univers quelque part, quoi. Sauf que là, c'est les années 70, hein, évidemment, on est à Cologne, en Allemagne, voilà, donc vous avez... par contre, là, c'est très rudimentaire, on est dans un quasi huis clos, hein, on a simplement, vous voyez, la cathédrale de Cologne au fond, en matte painting, et bon, après, sinon, vous avez toujours la même rue, le même immeuble, enfin voilà, faut pas vous attendre à des extérieurs, à des scènes extérieures de fou, voilà, c'est une pièce de théâtre, hein, faut savoir à la base, donc c'est normal, hein, c'est normal. Fassbinder avait déjà écrit sa pièce avant de réaliser son film, hein, donc tout est normal d'ailleurs. Il y a pas, enfin, elle est très fréquemment jouée, hein, cette pièce. En 2015, il y a eu une adaptation avec Valeria Bruni Tedeschi, justement, sur scène. Et donc, voilà, vous voyez, c'est très, très fréquemment joué, cette pièce. Mais je trouve ça intéressant, je trouve ça vraiment intéressant. Et donc, je vous dis, en fait... oui, bon, oui, la grosse nouveauté, finalement... c'est de le tourner plus en dérision et d'avoir choisi des hommes pour interpréter les rôles des protagonistes. Bon, voilà. Mais écoutez, ça fonctionne quand même. Moi, je suis pas... Vous voyez, je suis pas... Et pourtant, Dieu sait que pendant la séance, j'étais un peu gêné au début. Je dis, mais... Ouais, enfin bon, limite, quoi, ce vieux mec enveloppé comme ça qui veut se taper ce petit jeune et qui, voilà, je trouvais ça un peu creepy au début. Et puis finalement, après, on commence à comprendre que ce type n'a pas forcément de mauvaises intentions, qu'il n'est pas si dégueulasse que ça, mais qu'il est surtout seul, et que... donc voilà, on commence un peu à le plaindre quand même, etc. Donc ouais, c'est intéressant, on rentre quand même dans la psyché des personnages, mais comme je vous dis, il manque cette gravité. D'ailleurs, c'est marrant, c'est un peu le même problème que sur Woody Allen, un peu plus de gravité quand même, voilà, dans ce que ça coûte au personnage, en fait, les enjeux, en fait, voilà, sur les enjeux, en fait, c'est là-dessus. Parce que elle est racontée quand même, cette romance, mais c'est la tonalité peut-être que Ozon en fait donne à son film, cette tonalité encore une fois, hein, qui oscille entre comédie et drame, quoi, voilà. Donc au risque de me répéter, mais voilà, je pense que il y a un parti pris vraiment, il faut trancher à un moment donné, quoi, parce que sinon, bon, on sort de la salle, on est un peu ému, mais surtout on se souvient d'un Denis Ménochet qui explose, quoi, face à la caméra, et c'est surtout ça, moi, que je retiens. Vraiment, c'est incroyable comment il a à offrir. Enfin, je veux dire, c'est là qu'on voit qu'il y a certains acteurs quand même qui sont prêts à donner tellement de leur personne à un auteur de cinéma, un cinéaste, c'est incroyable. La générosité, en fait, de certains acteurs et actrices envers un cinéaste, incroyable comment ils donnent tout, quoi. Donc écoutez, ça fonctionne plutôt bien.
voilà, c'est deux films, deux films dans la moyenne, voilà, entre Woody Allen et François Ozon, finalement, on est un peu sur la même ligne. Voilà, écoutez, moi, j'avais un peu peur de perdre François Ozon définitivement avec ET 85. Là, quand même, c'est un peu plus intéressant. C'est un peu plus intéressant, et puis surtout, ça se base sur un film. Il a réussi quand même, c'est un peu le même cas avec Hazanavicius, il a réussi à faire un remake d'un film, mais en y mettant quand même sa patte, voilà, quand même, hein, notamment visuellement, hein. Clairement visuellement c'est sa patte, donc pareil, hein, on a même le même, je crois que c'est le même directeur photo aussi que sur Grâce à Dieu, par exemple, que j'avais beaucoup aimé, par exemple. Donc voilà, il a... Et puis surtout en termes de scénographie, de décor sur place, voilà, cette chambre, en fait, cette immense chambre dans laquelle vit Peter Van Kant, voilà, elle est quand même très travaillée. Les costumes, encore une fois, je le dis, hein, avec ce souffre-douleur aussi, hein, qui est ce jeune homme comme ça, qui tape à la machine et qui est muet pendant tout le film. Là aussi, il y a quelque chose d'incroyable dans le look, dans les décors, dans le machin, voilà. Après, faut aimer, évidemment, hein, c'est un style, mais... Vraiment, je trouve qu'au moins c'est fidèle à la personnalité de Ozon, de ce qu'il met dans ses films. Souvenez-vous de 8 femmes, vous voyez, ces genres de films comme ça, où on a vraiment des costumes improbables, des trucs aussi très kitsch et tout. Donc voilà, je trouve que ça fonctionne bien, écoutez, voilà. Donc, deux films dans la moyenne, deux cinéastes importants, hein, qui ont en tout cas marqué, évidemment, hein, au fil des années, le cinéma, donc le cinéma américain pour Woody Allen et évidemment le cinéma français pour François Ozon. Mais écoutez, voilà, deux films en tout cas qui méritent qu'on paye sa place. Voilà, donc écoutez, moi je suis plutôt satisfait. Et avant de se quitter, bah, écoutez, je voulais vous faire une petite reco. Decision to Live de Park Chan-wook, voilà. Écoutez, voilà, à la base, j'hésitais en fait à faire une vidéo sur ce film, mais je trouvais que l'univers de Allen et François Ozon, il y avait deux choses, déjà dans les affiches, dans l'univers, tout ça, il y a des choses qui se recoupaient davantage, donc voilà, mais en tout cas, je vous le recommande, hein, cinéaste très connu, hein, réalisateur de All Boy et de Mademoiselle notamment, qui nous revient avec ce thriller, là aussi romance, où on a un enquêteur qui va commencer à douter de l'innocence en fait d'une jeune femme qui a perdu son mari et donc il va y avoir toute une histoire là-dessus. Le seul petit reproche que j'aurais à faire vite fait hein, sur ce film, c'est voilà, je trouve qu'on aurait pu rester uniquement sur la relation entre ce policier et donc cette jeune femme. Je trouve que ça aurait été plus intéressant que d'avoir des intrigues parallèles qui viennent pas, enfin qui n'ajoutent pas grand chose en fait, il n'y a pas vraiment de plus-value à nous montrer tout ça. Donc je trouve qu'on aurait pu resserrer le scénario sur eux deux, vraiment sur cette relation, parce que finalement c'est ça qui est intéressant, hein. On doute toujours de la culpabilité évidemment de cette femme, etc. Et donc, mais en tout cas, voilà, il y a toujours un soin à apporter déjà à la réalisation, vraiment les acteurs et tout, sur l'écriture, là aussi sur les rapports humains, il y a quand même un auteur hein, incroyable, Park Chan-wook, donc voilà. Écoutez, voilà, dans le cinéma asiatique aussi, il y a des très très belles perles. Donc je vous recommande également Decision to Live. Voilà, donc tous ces films méritent que l'on paye sa place eh bien, dans les salles de cinéma. Donc savourez ces films dès maintenant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne et tout simplement pour accéder à mon contenu. Et pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne, hein, bah écoutez, bienvenue à vous. Et je tiens à vous préciser hein, que le meilleur moyen de soutenir cette chaîne, eh bien, écoutez, c'est par un abonnement. Hein, donc un petit clic suffit eh bien, pour soutenir les films du vendredi. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie vivement. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous voulez casser le dernier film de Woody Allen ou de François Ozon, faites-vous plaisir. Du moment que c'est argumenté et bienveillant, il n'y a aucun problème. Je trouve que ce qui est intéressant justement, c'est le débat, c'est l'échange, on n'est pas obligé d'être d'accord, hein, donc c'est toujours intéressant, vous faites des reviews aussi que je lis avec attention, je réponds bien évidemment à tout le monde, donc n'hésitez pas, cette chaîne c'est également la vôtre, hein. La cinéphilie c'est du partage, c'est du débat, donc on y va, n'hésitez pas donc à commenter.
cette vidéo. Et écoutez, bah, en attendant la prochaine justement, hein, la prochaine vidéo, eh bien n'oubliez pas, hein, prenez les films pour ce qu'ils sont, et je vous souhaite un excellent week-end et d'excellentes vacances si vous êtes, je sais pas, au bord de la mer, dans un pays étranger, je sais pas. Faites-vous plaisir en tout cas et profitez de cet été. Et je vous dis donc à très bientôt. Allez, ciao!